Salut, on va commencer. Faire une petite présentation sur la vague d'Okusai. Alors, donnez-moi 2 minutes. Et c'est parti, transition brute la transition. Je vais mettre une petite musique en fond, donnez-moi juste 2 minutes. Ce que je vais faire ça pour mettre la petite musique qui va bien, parce que comme ça ce sera sympa. Donc je vais présenter, on va baisser déjà le son, alors, ça va être mieux. Je vais présenter en quelques minutes, non je vais pas dire minutes, je pense pour une petite 30-45 minutes, une présentation de la vague d'Okusai, la fameuse estampe. Attends, je vérifie quand même que mon son est activé, c'est quand même mieux. Donc la présentation de la vague d'Okusai, qui est une estampe que tout le monde connaît. En tout cas, je pense, même pour ceux qui ne sont pas forcément connaisseurs de l'art japonais, vous avez déjà forcément entendu parler de la vague d'Okusai. Normalement, j'ai la petite musique en fond, et théoriquement, là, on est bien. Donc là, c'est good. Donc la fameuse vague d'Okusai, vous me direz si en termes de son, si tout va bien, mais a priori c'est ok. Donc vague d'Okusai, pourquoi j'ai envie de parler de la vague d'Okusai? Parce qu'il y a quand même une grosse actualité sur cette estampe qui est quand même une estampe connue mondialement. Et c'est surtout parce que elle vient d'être, en tout cas il y a une des estampes, parce que voilà, ça a été quand même réimprimé plusieurs fois, je vais en parler après, qui vient d'être vendue plusieurs millions de dollars, 2,8 exactement millions de dollars chez Christie's. Donc un acheteur qui a craqué son plan d'épargne pour acheter cette fameuse estampe qui est juste magnifique, et qui, encore une fois, est plus que centrale dans l'art japonais, parce que c'est vrai que c'est une estampe en fait qui, on va le voir après, se retrouve partout. Pour moi, l'estampe d'Okusai, je passe un petit peu mon son. Cette estampe d'Okusai, c'est la Joconde de l'estampe, clairement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un tableau qui est juste connu même par ceux qui sont complètement néophytes et qui ne connaissent pas la culture japonaise ou l'art japonais. Ça, c'est... bon, voilà, je pense que vous allez dans la rue, vous posez des questions. Est-ce que tu as déjà vu une vague, l'estampe peut-être pas Okusai, mais l'estampe avec la vague, l'estampe japonaise avec la vague. Je suis persuadé que les gens savent à peu près ce que c'est. Donc c'est vrai que cette estampe-là est connue mondialement. Faut savoir que c'est une estampe qui mesure, je vous ai mis les dimensions, 25,7 par 37,9. Ce qui est un grand format, et on va le voir après, c'est un grand format d'estampe. Et c'est une estampe en fait qui a été produite entre 1831 et 1832. Ça, il n'y a pas de souci, c'est certifié par un artiste qui est Okusai, de son petit nom Katsushika, donc Okusai, qui est le plus grand, un des plus grands en tout cas avec Hiroshige, artiste de l'estampe, de ce mouvement qu'on appelle l'ukiyo-e. Ça, je referai peut-être même assurément une série de vidéos sur l'ukiyo-e, qui est donc un mouvement artistique qui est, encore une fois, aujourd'hui, quand on va parler d'estampes traditionnelles japonaises, on parle d'ukiyo-e.
Donc cette estampe, qui est particulière, elle ne représente pas n'importe quelle vague, elle représente déjà une grande vague, hein, et surtout la grande vague, on l'appelle, et c'est son titre, la grande vague de Kanagawa, qui est une ville, donc Kanagawa, du Japon. Je vais vous montrer juste après sur ma petite slide où est Kanagawa. C'est ici, Kanagawa, qui est donc centrale au niveau du Japon et qui est surtout connu pour la baie de Sagami, qui est plutôt sympa. On va avouer que c'est quand même plutôt sympa comme coin. Voilà, des paysages verdoyants, on a de l'eau, on a la montagne, on a la verdure. C'est magnifique, magnifique à toute saison. Bref, c'est un des hauts lieux du paysage japonais, clairement. Et c'est vrai que il faut garder en tête que de toute façon, Hokusai, c'est un peu le photographe de l'époque. Je vais baisser peut-être un peu le son de la musique. Donnez juste moi 2 minutes. Du moins, c'est peut-être mon retour casque qui est peut-être un peu fort. Bref, j'ai baissé un peu le son de la musique pour simplement l'avoir en fond. C'est quand même plus sympa. N'hésitez pas encore une fois, si mon son, le micro est pas assez bon, vous me dites. Donc, estampe grande vague de Kusai. Pourquoi on l'appelle aussi, voilà, la vague, c'est l'œuvre phare de Kusai. Il a fait plein de choses, plein d'estampes, mais c'est vrai que parmi les estampes, c'est l'œuvre la plus connue. Hokusai, lui, juste pour une petite précision, je vais dire petit rappel si vous ne le connaissez pas plus que ça, lui il est né en 1760 à Edo, c'était l'ancien nom de Tokyo, il est mort en 1849. Lui il a commencé à apprendre l'art de l'estampe assez jeune, il a travaillé avec plusieurs maîtres, je ne vais pas faire un topo sur Hokusai là parce que sinon on va y passer 2 heures, ce qui est possible d'ailleurs de faire aussi des topos sur les artistes, après voilà c'est de rentrer aussi un petit peu plus dans le détail dans les œuvres de tel et tel artiste, là c'est plutôt un survol sur lui, qui est-il? C'est surtout un artiste en fait qui a appris encore une fois très jeune à manier le travail de l'estampe. L'estampe, je ferai aussi peut-être un topo là-dessus pour vous montrer des techniques d'estampe concrètement, comment ça marche. Et puisqu'en fait l'estampe, pour rappel, on est sur des planches de bois, de la gravure sur bois. Chaque planche va être ensuite va servir finalement d'imprimer une couleur. En gros, chaque planche représente un motif, chaque motif, en tout cas une couleur. Je vais avoir la vague bleue, je vais avoir une impression bleue, je vais avoir une montagne, le Fuji, plutôt jaune-orangé, je vais avoir une deuxième impression en jaune-orangé. Voilà, je schématise, mais c'est ça la technique de l'estampe et donc de la gravure sur bois. Je reviendrai là-dessus plus tard. Et lui n'a pas fait que ça. Il a fait aussi des peintures, il a fait beaucoup d'illustrations de livres, il a fait plein de choses. Maintenant, c'est quelqu'un qui... il n'est pas connu pour juste une œuvre, il est connu vraiment pour un panel d'estampes et plein de choses. Et c'est vrai que parmi les séries d'estampes que lui a pu faire, il s'avère que la grande vague qui est tirée donc des 36 vues du mont Fuji, qui est en fait composée pas de 36 vues mais de 46. Et savoir pourquoi ça a été appelé 36, je crois que personne ne le sait d'ailleurs. En tout cas, voilà, les vues du mont Fuji, c'est central dans son travail. En sachant qu'il a fait cette première série, les vues du mont Fuji, donc dans les années 1830. Il a fait plus tardivement les 100 vues du mont Fuji. Voilà, donc c'est vraiment un sujet central, en tout cas le paysage est un sujet central dans l'art d'Hokusai. Et lui, si je peux préciser son style, ce que je mets ici, c'est que son style, lui, se caractérise surtout par des lignes claires. Si vous regardez des lignes claires, fines, des couleurs très vives, on parlera tout à l'heure du bleu, de motifs aussi qui sont répétitifs qu'on va retrouver dans toutes ses œuvres. Bref, quand on regarde le corpus d'œuvres d'Hokusai, si on regarde aussi Hiroshige, si on regarde d'autres artistes de l'estampe, chacun a son style. Et c'est vrai qu'Hokusai, il a son style. Alors pour quelqu'un, toujours pareil, quelqu'un qui est néophyte, qui ne connaît pas et qui ne va pas forcément être capable de différencier tel ou tel artiste, malgré cela, Hokusai, on le reconnaît quand même. On le reconnaît par son tracé. Mais voilà, il faut en avoir vu un petit peu quand même pour se dire, ok, ça c'est du Hokusai, ça c'est pas du Hokusai. Mais en tout cas, c'est un artiste qui, aujourd'hui considéré, comme je le mets, un des plus grands artistes de l'estampe, majeur. Aujourd'hui, il n'y a pas que des estampes d'Hokusai dans les musées, il y a des estampes sur le marché. Sur le marché de l'art, on retrouve des estampes. Je précise encore une fois que l'estampe, on n'est pas sur des dessins, des illustrations qui sont numérotées. Les estampes sont... j'ai plus de son, si. Les estampes ont pu être réimprimées
du moment qu'on a élevé les bois, hein, qui étaient utilisés pour faire telle et telle couleur. Il y a eu des réimpressions. Il y a eu des réimpressions même post-mortem quand un artiste est mort. Il y a eu quelques réimpressions après. Donc après ça c'est plutôt le regard de l'expert quand on va devoir expertiser. Donc, c'est ce que je fais en partie. Alors moi je vais pas être spécialiste de l'estampe. Voilà, on a chacun un peu nos terrains de jeu, mais sur l'estampe, on arrive à déterminer si une estampe est plutôt 1830 ou si elle est plutôt tardive. Est-ce qu'elle est plutôt fin 19e, voire début 20e. Ça se voit. Ça va se voir à plusieurs éléments. Je ferai peut-être des focus là-dessus, sur les types de papier. On voit la différence de le papier, on voit la différence en termes d'impression, surtout au niveau des couleurs. Bref, il y a plusieurs éléments qui font que on est capable de déterminer si une estampe est entre guillemets d'origine. Est-ce que c'est un premier tirage ou bien est-ce que ça a été une réimpression, un retirage. Je ferme la parenthèse là-dessus. Sur le travail d'Hokusai, et notamment son travail en termes de paysage, le paysage c'est central dans le travail d'Hokusai, mais il n'y a pas que lui. Il y a eu d'autres artistes, dont Hiroshige, j'en parlerai tout à l'heure, qui ont parlé des paysages. Lui, ce qui est intéressant, c'est que dans son approche, en tout cas du paysage, il a voulu montrer, surtout dans ses vues du mont Fuji, il ne met pas le mont Fuji en avant. Le mont Fuji, il est présent, c'est un élément clé, c'est clair, dans son travail, dans toutes les estampes que vous voyez ici. Je vous ai fait un focus sur les 36 vues du Fuji. Le Fuji, il est présent. C'est un peu, vous le retrouvez sur chacune des pièces là que vous allez regarder, vous verrez le mont Fuji. Mais c'est pas l'élément central. Il n'est pas en plein milieu de l'estampe, il n'est pas forcément tout de suite visible. Il va être dans des plans plutôt reculés. Donc ça, c'est assez intéressant parce que le Fuji, il est central. Après, c'est pas un élément qui va se retrouver dans tout le travail d'Hokusai, hein. Mais en tout cas, quand on va appeler ces vues du mont Fuji et d'autres vues, le Fuji est présent. Ça, c'est déjà un point. Il faut savoir aussi, ce que je mets ici sur cette slide, c'est que c'est un paysage c'est une première parce que c'est un paysage qui a été réalisé en grand format. Je disais tout à l'heure, hein, c'est une grande estampe. Pardon, c'est une grande estampe donc c'est une révolution pour l'époque et donc Hokusai était vraiment le premier à utiliser ce type de format. Donc imaginez. On n'a pas les photos, hein, comme je dis souvent, hein, les estampes, c'est un peu les photos de l'époque, pour justement la classe bourgeoise, puisque à l'époque d'Edo, fin Edo, il n'y a plus de guerre au Japon, il n'y a plus de guerre civile, les clans, il n'y a plus de clans de samouraïs qui se tapent dessus, on est sur un pays qui est stable, paisible, qui est surtout guidé par une classe bourgeoise qui est essentiellement urbaine, et donc il y a des moyens, qui a eu aussi certains échanges avec l'Occident. Bref, on est sur un pays qui avance économiquement, qui fonctionne. Et donc ce public, notamment ce public de bourgeois, des grandes villes, hein, d'Edo, ancien nom de Tokyo, va acheter des estampes. Des estampes pour le plaisir des yeux, des estampes aussi pour se souvenir de certains voyages qu'ils ont pu faire dans telle et telle région. Donc c'est vrai que le marché de l'estampe de paysage est un marché qui, je ne vais pas dire est vendeur, mais est porteur pour certains artistes qui vont faire d'autres choses, mais ils vont faire aussi des estampes parce que c'est quelque chose qui était très demandé. Je me rends compte que je suis en train de m'étouffer. C'est pas grave. En termes d'illustration, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que, je vais revenir là-dessus, sur le rapport entre l'homme et la nature. Il faut retenir, je suis une coquille sur Noble, ça c'est une autre slide. Il faut retenir que le travail d'Hokusai aussi par rapport à la nature, c'est pas juste de représenter la nature en mode photographie. Son but aussi, c'est de montrer que l'homme est présent dans la nature. Donc il fait une vraie relation entre l'homme et la nature. Et dans toutes ces estampes, vous verrez qu'il y a de la vie. Vous n'avez jamais un paysage photo, hein, pleine poire, de flotte avec un Fuji. Il y a toujours de la vie. Vous verrez, il y a un bateau, il y a des humains, il y a du mouvement dans les feuilles, dans les feuilles des arbres. Voilà. Il y a toujours de la vie. Et ça, c'est aussi un critère important dans le travail d'Hokusai. La composition de cette fameuse vague,
que vous avez pu regarder. Encore une fois, après, comme je dis, c'est comme la Joconde, parce qu'on a beau y passer devant 50 fois, on va pas forcément en sortir tous les détails. C'est aussi le but de ce live, c'était pour vous montrer de passer un petit peu plus de temps sur cette vague, pour que vous ayez les clés de compréhension. Il y a plusieurs plans, il y a 2 plans. Il y a un premier plan qui est celui du dessus, où vous avez donc des grandes vagues bleues puissantes, blanches, avec ses doigts qui essayent de resserrer sur quoi? Sur des bateaux qui sont juste en dessous, les petits bateaux qu'on voit, d'ailleurs il y en a 3, qu'on appelle des Oshiokuri-bune, qui étaient en fait des bateaux de transport qui amenaient les marchandises dans les grandes villes. Encore une fois, de grands centres économiques et qui vivaient, forcément, il y avait une certaine marine marchande, finalement, et ces bateaux, c'est des Oshiokuri-bune. Je vous laisserai regarder si vous voulez voir le détail, à quoi ça ressemblait. Vous avez plusieurs estampes qui les représentent. Et ces bateaux sont pris au premier plan dans cette grande vague qui essaye de les... En tout cas, nous, on imagine que ces grandes vagues vont essayer de retourner ces bateaux. À l'arrière-plan, on a le mont Fuji, qui est réduit par l'effet de perspective. On voit bien qu'il est au fond petit, mais il est central, parce qu'en fait, dans l'estampe, je crois que je vous ai mis l'image après, voilà, on voit le mont Fuji comme un point central, clairement. Vous le voyez, votre œil, il est attiré principalement par le Fuji et par ces doigts de la vague, là, ces doigts crochus qui vont manger les bateaux, qui vont rattraper les bateaux. Mais en même temps, on pourrait se dire la flaque va tomber sur le mont Fuji, mais pas du tout. On arrive à comprendre, de par les jeux justement de plans, que le Fuji, il est bien derrière. Premier plan, cette vague avec les bateaux. Deuxième plan, cette grande vague. Troisième plan, le Fuji. Donc par ces jeux de superposition, on se rend bien compte que la vague va pas s'écrouler sur le Fuji. Au contraire, lui, il est bien là-bas, il est paisible, c'est un socle. Et par contre, ceux qui ont un petit peu chaud, c'est les fameux bateaux. Mais c'est d'ailleurs pour ça que cette estampe est très connue, c'est comme je le mets, pour sa force, son énergie, puis une certaine dimension assez dramatique finalement de l'œuvre, où on peut se dire une composition qui nous fait croire que les bateaux vont être renversés par cette grande vague, vont être pris dans le flot et finis pour eux. Et en fait non, si on regarde un peu en détail, on va se comprendre que le mouvement des bateaux est complètement pris dans le mouvement de la vague. On est finalement dans un ensemble, une relation, une dynamique qui est assez finalement équilibrée entre les bateaux des hommes et la vague, cette déferlante là, d'énergie qui tourne. Vous fait aussi remarquer le mouvement qui a été donné volontairement à la vague. Okusa n'a pas fait déparer la vague ici, en bas, en laissant la big vague. Non, on voit bien le mouvement, ce mouvement-là qui induit vraiment dans la création une vraie dynamique, renforcée aussi par cette petite vague derrière qui n'est pas anodine, qui permet de montrer qu'on est vraiment dans un ensemble qui va loin. On est vraiment on n'est pas sur la baie, il y a du mouvement. Et donc, il a réussi à donner par ces différents tracés une vraie dynamique, une vraie force à cette vague, qui est aussi rendue par évidemment sa couleur, qu'on appelle donc le bleu de Prusse. Et c'est aussi la grande caractéristique de cette œuvre, au-delà même de sa composition, c'est le bleu qui a utilisé, cette fameuse couleur, donc bleu de Prusse, créée par Johann Jacob Diesbach en 1706. Alors complètement par hasard, d'ailleurs la petite anecdote, c'est que il avait créé, il voulait je crois créer au départ un rouge en mélangeant des oxydes, etc. Et d'un coup, alors je vous donne plus, j'ai plus la composition en tête, je vous laisse regarder, bleu de Prusse, vous avez la composition chimique si vous souhaitez en savoir plus. Et puis finalement, d'un coup, non, il n'a pas eu du rouge, il a eu du bleu. Il y a un bleu qui, avec le temps, devenait de plus en plus foncé, de plus en plus brun. Et donc, c'est de là qu'est créé ce fameux bleu de Prusse, ce pigment qui a été utilisé par différents artistes,
ukiyo-e, dont Hiroshige. Je vous ai mis un exemple ici aussi d'un autre modèle. Vous voyez bien d'ailleurs la différence, hein. La parenthèse tout à l'heure, je disais en termes de style, on voit bien l'approche d'Hiroshige, un petit peu plus, patte un peu plus moderne, versus celle d'Okusai, mais avec toujours pareil, une vraie dynamique dans le tracé, et puis surtout ce bleu profond qui est là et qui arrive de par ces jeux dilution à avoir aussi plusieurs niveaux de profondeur, de couleur. Donc ce qui montre aussi donc, que l'eau, c'est un élément vivant. Le liquide vit, le liquide peut être plus ou moins foncé. Et Hiroshige comme Okusai ont très bien su utiliser ce pigment pour rendre cette caractéristique de l'eau. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est, je m'étais posé la question, pourquoi le bleu de Prusse, qui est quand même un élément qui n'était pas présent, ce pigment n'était pas présent au Japon, et pourquoi pas l'indigo. Bon, je pense que l'indigo, pareil, vous avez déjà vu que l'indigo, le pigment indigo, c'était quand même très utilisé au Japon, notamment pour les tissus. Mais pourquoi pour les estampes on l'a pas utilisé? Alors, il s'avère que le fameux bleu de Prusse, de par une volonté aussi de vouloir l'exporter de l'Occident, c'est un pigment qui était pas cher, qui était moins cher. Il y avait aussi l'effet de nouveauté, il ne faut pas se voiler la face. Je suis un artiste qui est connu, je vais essayer de me démarquer des autres. Qu'est-ce que je fais? Je peux utiliser, comme c'est le cas encore aujourd'hui, sur d'artistes contemporains, on va utiliser certains pigments, certaines couleurs que les autres n'utilisent pas. Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté nouveauté, ce côté aussi occidental, il ne faut pas se voiler la face. Utiliser un pigment qui vient d'Occident, pour les Japonais de l'époque, ça fait rêver. Le pays s'était quand même ouvert à l'Occident. Il y a eu des échanges avec les Portugais, ça je reviendrai plus tard, avec les Hollandais. On est sur un pays qui aime l'Occident. Il y a aussi évidemment eu les rapports entre les différents artistes, les peintres, j'en parle après, et le Japon. Mais le Japon a fait, je dirais, impression en Occident, comme l'Occident a pu aussi donner des idées et était de nouvelles perspectives artistiques pour les artistes japonais. Donc, le fait d'utiliser aussi un pigment occidental avait une résonance qui allait beaucoup plus loin que simplement faire des vagues bleues, quoi. Et ça, c'est aussi à avoir en tête. Concernant la représentation de cette vague, finalement les symboles. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette vague, cette grande vague de Kanagawa, finalement, qui n'est pas qu'une seule vague. C'est pour ça que je note souvent la vague avec un V majuscule, c'est parce qu'elle a plusieurs symboles, elle représente plein de choses cette vague. Elle représente la force de la nature, comme je disais tout à l'heure, le rapport aussi entre l'homme et la nature, que vous pouvez voir encore une fois sur l'ensemble des vues, des fameuses vues du Fuji. Et ce qui est bien de voir aussi, c'est cet élément important dont je parlais tout à l'heure, qui est ce rapport entre l'eau des vagues, cette dynamique, et puis ce socle là-bas qu'on a au fond, là, le fameux Fuji, qui est inamovible, qui est solide, c'est la Terre. Donc c'est aussi une représentation, ça se ressent vraiment dans cette estampe-là, plus que dans les autres de la série des 36 vues, parce que vous avez une relation à la fois donc entre la Terre, l'élémentaire, et l'eau de la vague et les hommes, le vivant, l'humain. Et donc, on est sur une dynamique qui est très intéressante dans cette estampe-là. Donc, sur le fond, c'est une estampe qui est hyper intéressante. Et sur la forme, sur sa composition, elle l'est encore plus. Donc, ouais. Donc, c'est pour ça que c'est une œuvre qui est vraiment une œuvre phare dans l'ukiyo-e. Je précise aussi qu'on reste sur de l'estampe, c'est-à-dire que tout ça, c'est pas dessiné à la main. Ça reste une impression bois, des planches de bois, donc qui ont été gravées, qui ont été certes, il y a eu certains moments un traçage, une reprise en plus, mais ce qui n'est pas le cas ici. Donc moi, je regarde toujours dans l'estampe et c'est comme ça aussi qu'on va caractériser si c'est une bonne estampe, une estampe de qualité, une estampe qui est reproduite ou pas, où on va voir que le tracé du bleu, je vais me remettre peut-être sur cette image-là, où on voit que le tracé notamment, et ça si vous regardez des estampes, je vous invite à le faire, regardez les non-débordements, c'est-à-dire que ça ne déborde pas.
Quand je dis déborde pas, c'est quand vous avez le tracé très marqué. Ici, des contours, par exemple, de la vague, ou les tracés entre le blanc, le beige des bateaux. Vous n'avez pas d'écart. C'est-à-dire que souvent, sur des stamps, dans certains cas, on peut voir une impression qui n'est pas calée nickel. Bon, voilà, là, c'est quasiment au pixel près, quoi. Sauf qu'on n'avait pas de pixels. Donc, ça, c'est vraiment aussi une caractéristique de cet artiste, Hokusai. C'est pour ça qu'on parle d'Hokusai. Idem sur Hiroshige. On est sur un travail, une conception de l'estampe qui est excellente. On ne peut pas mieux faire. Voilà. Et ça, regardez, sur les autres estampes, c'est aussi un élément qui rentre quand on va estimer des estampes, qui rentre dans je ne vais pas dire dans l'estimation, mais en tout cas pour mesurer la qualité du travail d'un artiste de l'ukiyo-e. Un petit point aussi sur une symbolique potentielle. Attention, c'est une hypothèse qui est sur le fait que Hokusai voulait représenter pour le marché peut-être aussi la menace extérieure. En tant que c'est une hypothèse. On reste quand même sur une île. Le Japon, une île, il y a quand même eu un passif. C'était quand même compliqué. Et ça va l'être évidemment à la Seconde Guerre mondiale. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sur un pays qui est, à cette période, fin 19e, on est sur un pays qui est paisible. On n'a pas de problème. Donc, on peut imaginer que certains Japonais pouvaient se dire, attention, demain, on n'est quand même pas... on n'est pas protégé d'une possible invasion, d'une possible intrusion occidentale, intrusion ou pas, du moins de nouvelles relations autres que commerciales. Voilà. Il y avait aussi peut-être cette idée. Je dis peut-être, c'est pourquoi ? Parce que ça a tiré par les cheveux que cette vague impressionnante pourrait démontrer aussi la puissance du commerce occidental qui viendrait écraser le commerce plutôt japonais, national. Bon, voilà, ça reste une hypothèse. Je l'ai précisé en dessous. Sachez que le Commodore Perry, lui, n'a débarqué que beaucoup plus tard, en 1853. Là, on est en 1830. Ok, donc voilà, je suis pas sûr. Il n'y avait pas, en tout cas, je mets mon téléphone en mode avion, c'est mieux. Il n'y avait pas de crainte en 1830, en tout cas, par rapport à ça. Mais bon, gardez-le en tête. Je voulais aussi préciser ce point-là, qui, moi, me paraît important. Alors, c'est vrai que j'ai un regard qui va plus loin que cette vague, parce que j'ai quand même l'habitude de voir régulièrement des estampes d'Hokusai. Clairement, dans le travail, dans cette vague, il y a aussi une démarche spirituelle d'Hokusai. Donc je vous ai mis ici, c'est une postface d'Hokusai, donc de sa deuxième série qu'il avait fait des 100 vues du mont Fuji. Donc là, on est 3-4 ans après les 36. Et je vous le lis, ça c'est intéressant. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai pris l'habitude de dessiner ma vie. À partir de 50 ans, j'ai commencé à produire une quantité notable d'œuvres d'art. Mais rien de ce que j'ai fait avant mes 70 ans ne méritait l'attention. Ça, c'est intéressant. À 73 ans, j'ai commencé à comprendre les structures des oiseaux et des bêtes, des insectes et des poissons, et la façon dont les plantes poussent. Donc là, on est quand même sur une vision assez bouddhiste. Je mets les guillemets. Si je poursuis mes efforts, je les comprendrai sûrement mieux à l'âge où j'aurai 80 ans, pour qu'à 90 ans, je pénètre leur nature essentielle. À 100 ans, j'espère avoir une compréhension divine de ces éléments pour atteindre à 110 ans le stade auquel chaque point et chaque trait que je peindrai seront vivants. Bon, je pense qu'il n'y a pas photo. Vous comprenez par là la vision d'Hokusai, qui est une vision finalement qui a évolué avec son travail au fil des années. Je rappelle qu'il a commencé très jeune. Je crois que c'est dans les 14-15 ans. Toujours pareil, c'est en fonction des infos qu'on a par rapport à la datation aussi de ces estampes. Mais voilà, c'est une démarche qui est assez intéressante. Je vous ai mis ici une petite estampe de lui, justement, pensif. Je pense que avoir cette vision-là, quand on regarde la vague, ça apporte aussi une autre lecture. En clair, quand il a essayé de dessiner la vague, il a essayé aussi de comprendre la force de ces éléments. Il a essayé de comprendre ce que cette vague
ce que la nature pouvait lui représenter. On est en 1831. On pourra en parler encore, hein. Encore faire aussi la comparaison liée au Kusai, aux artistes notamment des poèmes. Bon, voilà, on est quand même dans une mouvance. Hein. Hokusai, lui, à son époque, mais je ne veux pas développer Hokusai là, c'est pas le sujet. Mais Hokusai faisait partie, comme on avait nous dans les artistes français, forcément, il faisait partie d'un ensemble d'artistes, hein, y compris ceux qui faisaient des poèmes, de la peinture, le travail du textile, etc. On est vraiment dans un ensemble. Un ensemble aussi qui se retrouve à l'étranger même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que cette vague a été tellement vue, revue et centrale dans l'art japonais. Elle a été majeure dans le mouvement qu'on appelle le japonisme, hein, qui est le mouvement donc, je ne vais pas dire d'exportation, mais le mouvement qui a influencé certains artistes en France, Nabi par exemple, et puis évidemment on a Monet, Manet, etc. Monet, ici je vous ai mis à gauche la vague verte qui est lui un tableau daté de 1865. Ouais, on est 30 ans après. On sent bien qu'il y a, vous voyez ce tableau, vous regardez la vague, vous vous dites qu'il y a quand même quelque chose. Évidemment le tracé n'est pas différent, mais il y a le mouvement, il y a le bateau au fond là-bas qui nous fait penser au Fuji. On a la position de cette vague qui n'est pas anodine, hein. Il l'a mise de ce côté, il l'a pas mis de l'autre. Bref, Monet s'est clairement inspiré du mouvement de la grande vague de Kanagawa. On a Debussy aussi, qui ne s'est pas gêné pour reprendre sur la couverture de la partition de la mer, carrément la grande vague. C'est un très bel exemplaire, donc ça qui est daté plus tardif, 1905. Voilà. On rentre dans le mouvement du japonisme, hein, je ferai un live là-dessus pour vraiment présenter le japonisme. Qu'est-ce que c'est, qui a été qualifié comme artiste japonisant du début du siècle, parce que c'est vraiment très intéressant, il y a vraiment plein de choses à dire. Mais voilà, alors on est vraiment déjà sur deux figures qui ont clairement se sont inspirées du Japon. Et puis on a aussi des artistes plus contemporains, comme je vous ai mis par exemple ici un graffiti sur un monument, c'est dans le sud de Londres, à Camberwell, où vous voyez la vague, là pour le coup dans l'autre sens, mais il l'a vraiment reprise. Et là, à la différence du Fuji, on a un volcan. Bon. C'est assez intéressant de voir ça, parce que finalement, on se rend compte que même aujourd'hui, finalement, cette œuvre d'art, la vague, au même titre que la Joconde, au même titre que les Baigneuses, bref, tous ces grandes œuvres de l'histoire de l'art sont reprises, vont continuer à être reprises. On le retrouve sur les t-shirts, on retrouve dans les Lego, puisque Lego, pour information, a sorti, je crois que ça vaut 89 €, une vague la vague donc d'Hokusai que vous pouvez créer en mode Lego. Donc voilà, la vague, elle est source d'inspiration, c'est inépuisable. Et puis, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, parce qu'elle regorge encore, dans mon avis, de plein de secrets, notamment pour essayer de bien comprendre cette relation entre les hommes et la nature. Clairement, je pense qu'il y a vraiment encore plein de choses à dire. Et puis, grosse info quand même, comme je disais en introduction de ce live, c'est que la vague a été vendue, plus que vendue d'ailleurs, par Christie's. C'est un record, hein, pour Hokusai, 2,8 millions de dollars. Ça fait quand même beaucoup. Pour cet exemplaire original donc, d'Hokusai, de la Grande Vague, qui est le record pour la vague, record je pense même pour Hokusai. Il faudrait que je le confirme, mais il me semble que oui. Donc voilà, c'est ce qui montre bien aussi l'engouement pour l'estampe japonaise, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que toutes les estampes valent des millions d'euros, pas du tout. Celle-ci d'ailleurs au départ était estimée, même si je pense que c'est
toute sincérité, puisque pour information, je le disais dans d'autres vidéos, je suis expert, je suis spécialiste en art japonais. Toutes les estampes ne valent pas des millions, ne valent pas de 100 000 euros. Celle-ci est estimée 500 000 $. Bon, je pense que c'est une pièce qui était au départ clairement difficilement estimable. La Joconde, elle est inestimable. Ça, c'est clair qu'on est sur des millions et des millions d'euros. Maintenant, sur ce type d'œuvre, c'est très difficile d'estimer. On va l'estimer par rapport à la cote de l'artiste, en l'occurrence Hokusai, par rapport aux autres pièces qui ont pu être vendues son nom. Comme je vous le disais, il y a des impressions, des premières impressions, il y a eu des réimpressions. Il y a aussi une qualité du pigment, de la couleur. Encore aujourd'hui, on reste quand même sur de l'impression sur du papier. Donc la couleur, c'est fragile avec le temps, la lumière. Donc c'est clair que des estampes d'une grande qualité aujourd'hui, je dis qui reprennent, quand je parle de grande qualité, qui ont vraiment la couleur, la pigmentation, la teinte originale, il n'y en a pas énormément sur le marché. Donc voilà. Donc, tous ces critères font que cette estampe-là, qui est quasi unique, il y en a sûrement d'autres dans des collections qui tournent, et il faut savoir qu'il y a un marché, des marchés dans toutes les œuvres d'art, il y a un marché qui est un marché, pardon, un marché plutôt intime, privé, c'est-à-dire que ce sont des pièces, des œuvres qui ne passent pas sur le marché de l'art, qui ne partent pas en vente aux enchères, et donc certaines œuvres vont sortir dans quelques années, on en aura certaines, donc peut-être qu'il y en a, très probablement d'ailleurs, il y en a d'autres qui vont sortir bientôt. Il faut savoir qu'il y en avait une qui avait été vendue, il me semble, en 2021, donc 2021, je vais dire qu'on est en 2022, 2021 pour 1,6 million. Donc 1,6 million, celle-ci a été vendue 2,8 millions. Bon voilà. Plus on va avancer, on ne sait pas du tout combien il y en a qui ont été imprimés. Ce ne sont pas des pièces qui sont numérotées. Donc, mais encore une fois, de par la qualité du travail, vous en trouvez une, gardez-la ou allez voir un expert et puis on verra, on sera capable de vous dire si elle est bonne ou pas. Voilà. Je pourrais le reparler plus tard d'ailleurs de cette partie expertise si ça vous intéresse, sur quand vous trouvez une estampe par exemple sur les points clés, vous pouvez identifier, regarder si c'est bien, pas bien. Après moi je dis toujours, au-delà du fait de la qualité d'une estampe, je vais remettre la slide avec la vague, c'est plus sympa. Au-delà de la qualité d'une estampe, c'est surtout un coup de cœur. Une estampe, comme je disais, il y a des estampes qui valent 100 000, 200 000, des milliers d'euros, évidemment des millions d'euros. Là, on est sur des pièces exceptionnelles, mais beaucoup d'estampes sont accessibles. On a des pièces qui sont effectivement dans les... allez, je fais la grande louche, entre 2 et 5 000 euros, ce qui est déjà un bon montant. Mais voilà, vous pouvez vous payer un tableau, vous pouvez vous payer une belle estampe, et puis vous avez des estampes qui sont à des prix plus accessibles, entre 300 et 1000 euros. Vous pouvez tout à fait vous faire plaisir avec une vraie estampe originale, et ça, encore une fois, d'un artiste qui n'est pas nécessairement des plus connus, mais vous avez plein d'artistes qui ont fait des estampes japonaises. Vous avez plusieurs périodes de l'estampe. Là, on est vraiment en Edo. Vous avez aussi les estampes plus tardives, 19e, qui sont magnifiques. Donc, chacun a ses goûts. Il y a des estampes qui ont des styles différents. Et puis, encore une fois, c'est du coup de cœur. Donc, au-delà du fait de trouver une estampe qui soit nickel, je dirais, en composition, il faut que ce soit une estampe qui vous plaise, pour vous dire. Moi j'avais des estampes et des estampes qui sont un peu mouchetées tachetées, parce qu'avec le temps, quand une fois le papier peut se tacher, voilà, c'est par plaisir, on peut trouver cette belle estampe, même si elle a, je dirais, les traces du temps. C'est aussi ça, c'est un objet qui vit, c'est un objet qui voilà, avec le temps va changer un petit peu de couleur, mais va avoir aussi une deuxième vie, je dirais. Donc voilà, je ferme la grande parenthèse sur le monde des estampes. En tout cas, je vous ai fait le topo sur cette vague. Encore une fois, au niveau de la symbolique, on pourra en dire beaucoup, on pourrait imaginer peu de choses. C'est toujours très difficile de je dirais, de poser comme ça des hypothèses. On suppose que ça représente, on le sait, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est avec un regard plutôt global par rapport à l'œuvre d'Hokusai, déjà par rapport à ses vues du mont Fuji, et puis plus global, où on sait clairement
que c'est un rapport entre l'homme et la nature. Ça, c'est évident. Donc ça, c'est des choses qu'on peut percevoir. Mettre les mots, c'est important. Quand vous regardez aussi une estampe ou un tableau, c'est important d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous ressort par là, quels sont les mots qui sortent déjà quand on voit cette estampe. Bon, il est clair que là, la force, la dynamique, la puissance de l'eau, le liquide, le Fuji, la terre, bon, ce sont des choses qu'on perçoit. Maintenant, il faut arriver à les formuler. Et c'est ça qu'on fait quand on est historien de l'art. On va essayer de donner une compréhension de cette œuvre sur le fond et sur la forme. Et en tout cas, c'est hyper intéressant de pousser ce rapport. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans le travail de l'estampe. C'est ce rapport entre l'homme et la nature, qui se retrouve d'ailleurs à plusieurs échelles dans l'art japonais. Et donc, en tout cas, pour Hokusai, moi, c'est ce qui me marque le plus. Voilà. Écoutez, je mettrai cette vidéo, elle sera évidemment toujours dispo en replay sur Twitch. Je vous la remets en replay sur YouTube, en espérant qu'elle soit pas trop pixel. En tout cas, n'hésitez pas, comme je dis à chaque fois, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite, n'hésitez pas à me contacter sur Twitch, Twitter. Encore une fois, je suis là pour ça, c'est un vrai plaisir. Et puis, si vous identifiez, j'en sais rien, une estampe japonaise d'Hokusai ou d'autres que vous adorez et vous savez pas trop qu'est-ce qu'on peut en dire dessus, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et puis, je me ferai un plaisir de vous en donner en tout cas des clés, de vous donner des clés de compréhension de cette œuvre. Et puis, évidemment, quand je parle d'artiste, si vous avez un focus, si vous souhaitez que je fasse un focus en particulier sur un artiste, et ce que je vais faire, mais si vous identifiez un artiste au-delà des plus grands qu'on connaît, et vous souhaitez que qu'on en parle en live, et ben avec grand plaisir. Je vous dis bonne soirée, à bientôt, rendez-vous de toute façon demain et vendredi. J'essaie de faire un live tous les jours pour vous apporter un petit peu plus de connaissances dans l'art japonais et l'art coréen, évidemment que j'oublie pas, puisque je vais faire prochainement un focus sur des œuvres coréennes, notamment les paravents. Je voulais faire un focus là-dessus. Et puis, il y a tellement de choses encore à voir aussi en Corée. On a des sujets. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à me contacter avec grand plaisir. Ciao, bonne soirée et puis à bientôt. Salut!